On assiste ce mois-ci à des grèves historiques des travailleurs de la STM à Montréal. Mais on assiste aussi à un délire antisyndical comme on n'en avait jamais vu depuis bien longtemps. Les bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Donc ce mois-ci, les employés d'entretien de la STM font une grève tout le long du mois de novembre, qu'ils ont maintenant mis sur pause, on y reviendra. Il y a aussi les chauffeurs de la STM qui vont être en grève ce week-end et les employés de bureau qui entrent en grève la semaine prochaine. Et le 4e syndicat de la STM, celui des ingénieurs, discute d'un mandat de grève en ce moment. Donc, c'est des événements très significatifs qui ont pris une ampleur à travers tout le Québec. Tous les politiciens ont commenté sur l'enjeu, se sont acharnés sur les travailleurs. On va en parler dans un instant. Donc, c'est un sujet qui est important pour les communistes. C'est important de discuter qu'est-ce qu'on pense de ces grèves-là et qu'est-ce qu'on pense qu'est la voie à suivre pour que les travailleurs l'emportent. Et aussi la signification plus large des événements en termes de la nature de l'époque, le mouvement syndical, l'austérité. Il y a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Manuel Vien, qui est syndiqué avec le SCFP 2850, les employés de bureau à la STM, qui est aussi un militant du PCR. Salut Manu. Hello, hello. Content de t'avoir avec moi. Moi, c'est Julien Arsenault, je suis membre du comité exécutif du PCR. Donc, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Manu, c'est le fun de t'avoir. Donc, c'est du jamais vu le délire antisyndical contre les employés de la STM en ce moment. Le Journal de Montréal, Le Devoir, presque tous les partis politiques, tout le monde s'y met à s'acharner sur les travailleurs. Donc, on va en parler dans un instant, mais je pense que le premier point, c'est de commencer par qu'est-ce que les travailleurs demandent, en fait? C'est quoi cette lutte-là? Tout ce concert de commentaires antisyndicaux cache ce dont il est vraiment question, en fait. Donc, je pense qu'on devrait commencer avec ça. Qu'est-ce qui se passe à la STM? C'est quoi les revendications? C'est des grèves historiques aussi. C'est les premières depuis un bon bout de temps. Donc, Manu, est-ce que tu pourrais nous lancer avec ça? Oui, je peux peut-être commencer par. Tu as mentionné que c'est des grèves historiques. Je peux peut-être commencer par rapport à ça. Tu sais, donc, pour ce qui est des travailleurs de l'entretien, c'est pas leur première grève là, de l'année. Là. Il y en avait eu une en fin septembre, là, si je me souviens bien, puis aussi printemps dernier. Celle de printemps dernier, là, la dernière grève de cette ampleur-là remontait à 2007. Fait que ça fait quand même presque 20 ans. Puis pour ce qui est des chauffeurs, ils ont fait leur journée de grève il y a environ 2 semaines déjà. C'est le 1er novembre, je pense. Oui. Eux, c'était la première depuis 40 ans. Pour ce qui est du syndicat des employés de bureaux administratifs techniques, ils n'ont jamais fait de grève de leur histoire et le 19, ce sera la première depuis la fondation du syndicat dans les années 80-90. On parle bien de ton syndicat à toi, c'est ça? Oui, c'est exact, du 28-50. Wow. Et pour ce qui est du SEPB 610, à moins que je me trompe, je ne sais pas exactement quand que ce podcast-là va être publié, mais d'ici là, en tout cas, ils devraient probablement avoir eu un vote à savoir s'ils vont se doter d'un mandat de grève. S'ils se dotent d'un mandat de grève, ça va être la première aussi dans leur histoire. Et donc ça, c'est les 4 syndicats qui sont en négociation en ce moment sur les 6 de la STM. Fait que c'est certain que c'est pas une négociation normale. Il se passe quelque chose. Puis pour ce qui est des revendications, tu sais, c'est évidemment, il y a toute la question de la sous-traitance qu'on entend beaucoup parler, la question des consultants aussi qui sont engagés, mettons, dans des projets, mais qui ont évidemment des salaires élevés et qui sont payés et qui aident à financer donc des entreprises privées desquelles ces consultants-là sont engagés, tu sais, au lieu d'avoir des employés STM. Il y a toutes ces questions-là, mais il y a aussi un enjeu très important qui est la fameuse clause de non-mise à pied et évidemment la question des salaires. Donc c'est ça. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle plus. Ou, je pense que ce serait intéressant d'en savoir plus sur les salaires parce que c'est aussi... Ouais. C'est ça la nature de l'époque. On a une grosse inflation dans la période récente, notamment pendant la pandémie. Donc oui, c'est un enjeu. Peut-être si tu avais quelques détails supplémentaires, ça serait bien.
Oui, certain. Surtout que dans les médias, de ce qu'on voit, là, en tout cas, en croire les médias, genre les employés de la STM, ça se promène en Porsche, puis qu'on manque pas d'argent, là, de ce Ouais, que j'ai pu comprendre, là. Mario Dumont disait le printemps dernier, c'est des employés à 100 000 $ qui prennent en otage ceux qui en font 35 000, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais donc, un truc qu'il faut comprendre, c'est que nous, nos conventions collectives ont été signées avant la pandémie, tu sais. Puis avant la pandémie, ben, l'économie semblait aller bien, etc. Fait que ce qui avait été conventionné à l'époque, c'était des augmentations de salaire qui tournaient autour de 2 avec, je pense, peut-être 1 supplémentaire si l'inflation allait au-dessus du 2 Fait que ça veut dire que pendant toute la pandémie, là, quand il y avait des inflations à 5-6 même plus, je crois, par bout, nous, notre salaire, il augmentait pas à la même vitesse, tu sais. Fait que ça veut dire que essentiellement au niveau de notre pouvoir d'achat, je me souviens plus exactement des pourcentages, là, mais ça tourne autour de, c'est entre, je pense que c'est entre 9 et 15 tu sais, de notre pouvoir d'achat qui a baissé dans les dernières années. Tu sais. Puis ça paraît, là, ça paraît quand que tu vas à l'épicerie, ben comme tout le monde, là, on n'est pas les Mhm. seuls, là, Ouais. mais ça paraît quand tu vas à l'épicerie, ça paraît quand tu paies le loyer, ça paraît quand il faut que tu paies l'hypothèque, tu sais. Donc il y a tout ça. Et là, ce que la STM nous demande, c'est essentiellement de continuer dans cette veine-là, tu sais, de conserver des augmentations de salaire qui tournent autour du 2 Donc, on voit bien que l'inflation est encore bien au-dessus de 2, là, il est à 3 puis avec toute la récession qui s'en vient, on s'entend que moi, je serais bien surpris que ça s'améliore, là. Mais donc, c'est certain que ce que la STM demande, c'est encore une fois qu'on perd notre pouvoir d'achat, puis essentiellement qu'on s'appauvrisse. Tu sais. Et ben ça, là-dessus, tu sais, moi, je vais pas dire que je suis comme je vis dans la misère là, puis que je suis sur le bord de manquer de faim, puis je vais pas sortir les violons puis essayer de faire croire que je fais pitié. Tu sais. Mais je pense pas que c'est ça en fait la question. Tu sais, la question c'est est-ce que en 2025, on, est-ce que c'est encore acceptable d'avoir un salaire décent, tu sais? D'avoir un salaire qui te permet de avoir un logement qui est pas plein de moisissures, tu sais, d'avoir un salaire qui te permet peut-être de comme faire une épicerie, puis de pas avoir à loader ta carte de crédit, puis pas être sûr que tu vas pouvoir faire la prochaine épicerie, tu sais. Est-ce que c'est acceptable d'avoir un salaire qui peut-être te permet de partir en vacances dans le sud une fois de temps en temps, tu sais, une fois par an, tu sais. Fait que c'est toute cette question-là, en fait. Puis moi, je pense que c'est dans la société, tout le monde devrait avoir le droit à ça. Puis c'est ça qui est en jeu, en fait. Ben, je pense, je pense que c'est vraiment important d'absolument rejeter l'argument selon lequel c'est une couche privilégiée des travailleurs qui prennent en otage le reste, puis de quoi ils se plaignent de toute façon. Ils ont des salaires. Donc, le monde qui prend les autobus de la STM serait envieux des salaires des chauffeurs puis des employés de l'entretien et tout ça. Je pense qu'il faut dire, c'est de la bullshit. Puis c'est l'argument anti-syndical, anti-ouvrier classique. D'essayer de diviser la classe ouvrière, de monter les plus pauvres contre les travailleurs syndiqués, qu'on pour des raisons historiques, pour des luttes passées, des conditions peut-être un peu meilleures. C'est absolument faux de monter les uns contre les autres parce que des bonnes conditions pour un secteur de la classe ouvrière créent une pression à la hausse sur l'ensemble des salaires. Puis inversement, quand des syndicats se font battre par leur patron, se font imposer des conditions moindres, ben ça a un impact négatif sur le reste de la classe ouvrière. C'est constamment comme ça. Puis cet argument-là doit être absolument rejeté. Tu l'as dit toi-même, il y a une perte de pouvoir d'achat. C'est ça la direction générale dans laquelle les choses s'en vont sous le capitalisme en ce moment. Puis cette lutte-là s'inscrit dans une lutte contre l'appauvrissement de l'ensemble de la classe ouvrière. Puis c'est ça qu'il faut expliquer. La lutte, elle est semblable à celle de d'autres travailleurs partout au Québec et au Canada qui luttent contre cet appauvrissement généralisé qu'on voit en ce moment. Je pense que c'est très important. Très important de souligner ça. Puis tu l'as dit, donc on parle, c'est ça, de salaire, de sous-traitance, puis de clause de non mise à pied. Je pense que c'est très clair. C'est une lutte pour des acquis historiques des travailleurs de la STM, des acquis qui pourraient, ou plutôt la clause de non mise à pied en particulier, des salaires décents. C'est des choses qui devraient avoir dans tous les milieux de travail, en fait. Donc oui, c'est ça la lutte dont il est question. Je suis content que tu nous apportes des détails là-dessus parce qu'effectivement, c'est des détails. Ben, des détails, c'est pas des détails, c'est les faits qu'on n'entend pas souvent, en fait, dans les médias. Puis peut-être, on pourrait y revenir, mais peut-être que ce serait un bon moment pour parler un peu de la réaction médiatique, de la réaction des partis politiques. Est-ce que tu veux commenter là-dessus? Ben, c'est honnêtement, je pense que ça fait ressortir
C'est vraiment incroyablement démesuré, là, à en croire les médias. Là, il y a un enfant qui meurt tous les jours. Là. C'est À comme, cause de vous, là, comme... c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, ben oui, ça, c'est comme un délire. Là. Mais puis, je pense que c'est pas accidentel, tu sais, c'est parce que toute la classe dominante, en fait, québécoise, ne peut pas se permettre qu'un syndicat comme la STM, un syndicat fort historiquement, réussit à maintenir une clause de non mise à pied, surtout dans le contexte économique qui s'en vient, permet de garantir une sécurité d'emploi, là, qui pourrait créer des précédents donc pour toutes sortes d'autres emplois, et aussi réussir à maintenir un salaire qui suit l'inflation. On ne demande pas à s'enrichir, là, on veut juste un salaire qui suit l'inflation. Si on réussit à gagner ça, mais ça crée des précédents pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est sûr que là, toute la machine médiatique est contre nous, tu sais, puis c'est vraiment là, les attaques là, les plus basses. C'est bon, c'est ça. Est-ce qu'on est gâtés, puis on rit des gens, puis on veut juste le malheur des gens, etc. Un truc que je trouve intéressant, c'est comment toute la classe politique aussi s'est liée contre nous, là, même le PQ, qu'au début, il était comme ambivalent, puis finalement, ben, il a montré son vrai visage, puis ils nous ont lancé en dessous, through under the bus, comme ils disent en dessous anglais. De l'autobus, oui. C'est ça, c'est en dessous de l'autobus. Puis il y a juste QS qui a gardé notre bord, tu sais, particulièrement récemment avec la loi 14. Mm-hmm. Ben, il y a un mot qui est sur toutes les lèvres. Prise d'otage. Oh mon Dieu. Oui. C'est les travailleurs de la STM qui prennent en otage la population. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. C'est ça qu'ils disent dans toutes les grèves. Et c'est ça qu'ils disaient pour le STTP. Ils prennent la population en otage, qui ne peuvent pas recevoir leur cadeau de Noël à cause que les postiers sont en grève. C'est toujours ça le vocabulaire. C'est Soraya Martinez, la nouvelle mairesse, parlait de prise d'otage. Jean Boulet, Éric Duhem du Parti conservateur, évidemment. Puis PSPP, on va y revenir. Mais c'est incroyable. Puis ça donne quasiment l'impression que les travailleurs de la STM font ça par choix. T'sais. Ils sont tellement égoïstes et tout ça. On fait jamais une grève par choix. T'sais. C'est quand tu es forcé de le faire. Puis ça, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit chez les travailleurs de la STM. Comme tu as dit, c'est pas un hasard si 4 des syndicats se donnent de mandat de grève en même temps pour des syndicats qui n'ont pas été en grève depuis des années, voire des décennies. Donc, il y a un appauvrissement, un sous-financement aussi dont on devrait parler. C'est ça, la faute pour la grève revient entièrement aux patrons et au gouvernement qui sous-financent le service. C'est de leur faute. S'ils se plaignent de la grève, il faut qu'ils regardent dans un miroir. C'est leur faute. Il n'y a aucun travailleur qui va en grève par choix ou parce qu'il aime ça, parce qu'il aime ça être militant. C'est pas de même ça marche. Les travailleurs non plus n'ont pas le goût de perdre du salaire. C'est pas quelque chose de plaisant. Mais c'est fait par nécessité. Donc non, c'est 100% de la faute des patrons et des gouvernements. Puis ouais, non, c'est incroyable les commentaires. Olivier Primo, un entrepreneur québécois insupportable d'ailleurs, dit quelle grève honteuse. Un gars qui a probablement jamais pris le métro de sa vie ou qui l'a pas pris depuis des années. Puis là, en ce moment, ils essaient de faire porter l'odieux de la grève sur Québec solidaire, ce qui est le comble de l'absurdité. Parce que la CAQ veut essentiellement tenter de passer un projet de loi rapide pour appliquer en avance la loi 14 qui leur permettrait de limiter les moyens de pression. On va revenir sur la loi 14 plus tard. Puis, à cause de la mécanique parlementaire, pour passer la loi rapidement, il faudrait l'appui de tous les partis d'opposition. Puis QS s'y oppose, évidemment. Puis là, c'est la faute de QS. Québec, me semble que c'est dans le nom. Québec solidaire, qui sont pas solidaires des pauvres, tout ça qui sont affectés par la grève. Mais quelle hypocrisie puante. Donc, maintenant, c'est la faute de QS s'il y a une grève de la STM ce week-end des chauffeurs. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis je pense que la leçon sur le Parti québécois, elle est particulièrement importante. Parce que le PQ, il y a des très bonnes chances que le parti prenne le pouvoir l'année prochaine. Puis c'est un parti qui a cette habitude-là de se présenter comme ayant, il disait à l'époque, un préjugé favorable envers les travailleurs, de la voix raisonnable et tout ça, modéré. PSPP a adopté le même langage que le patronat. La prise d'otage a assez duré. Les syndicats vont trop loin. Ils essaient de dire c'est les deux côtés qui n'arrivent pas à s'entendre. On est pour les ententes négociées, mais là, il faut faire quelque chose. C'est ça le Parti québécois, que en dernière analyse, au bout du compte, quand ça compte vraiment, ils vont prendre le bord des patrons si les syndicats vont trop loin, entre guillemets. C'était la même affaire en 2013, quand le PQ était au pouvoir et qu'il y avait une grève de la construction.
Je me rappelle Jean-François Lisée, qui était un député du PQ, peut-être même ministre, il disait devant une grève, la méthode de la CAQ, c'est loi spéciale pour empêcher la grève. Les libéraux, eux, c'est loi spéciale après une journée. Nous, on a laissé une grève avoir lieu pendant une semaine, mais c'est pas réglé, donc on va appliquer une loi spéciale. Donc, le PQ fait semblant un petit peu plus longtemps, puis applique une loi au nom de la modération, faire ce qui est raisonnable et tout ça. Donc non, en fait, tous ces partis-là ont le même point commun qui véhicule cette propagande du patronat, que c'est de la faute des syndiqués. Alors que non, 100%, c'est de la faute des patrons, c'est la faute du sous-financement si on en est arrivé là. As-tu quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que tout ce que tu dis est tout à fait vrai. En fait, le PQ, c'est un parti d'austérité. Sous Pauline Marois, c'était l'austérité. Sous Lucien Bouchard, c'était l'austérité. Mm-hmm. Le PQ, c'est l'équivalent nationaliste des libéraux. Ce sont des partis d'austérité. C'est des partis que ça fait des décennies qui sont là. Puis ça, ils ont encore montré là, leur tradition puis leurs racines tout récemment. Mm-hmm. Puis par rapport à toute la couverture médiatique aussi, un truc que je trouve quand même intéressant, c'est que tout le chiolage là, par rapport au fait que la STM et donc les travailleurs de la STM sont donc bien payés, etc. Essentiellement, le message qu'ils disent, c'est que en 2025, t'es pas supposé avoir un salaire décent. C'est inacceptable d'avoir un salaire décent. Tu ne devrais pas avoir un salaire décent. Tu ne devrais pas avoir la capacité de permettre, mettons, à ton kid de pouvoir aller, je sais pas, jouer à des games de hockey de temps en temps les fins de semaine, puis payer ce genre de bébelles-là, d'avoir accès à l'éducation, de pouvoir aller de temps en temps dans le bois, faire du camping. C'est ça. Il faudrait là, que tu sois comme en train là, tous les jours là, de te demander si tu vas te nourrir ou non, si tu vas pouvoir payer ton loyer ou non, vivre d'un chèque de paye à l'autre. C'est ça le standard là, qu'on devrait avoir dans la société. C'est tout le salissage médiatique. Et essentiellement, c'est ça le message que ça envoie. Tu sais. Ça, moi, c'est complètement, évidemment, ridicule. Je pense que faut lutter pour un salaire décent pour tout le monde. Tu sais. Puis c'est d'autant plus hypocrite que la directrice générale de la STM, elle, son salaire, c'est 474 000 $. Elle a reçu une belle augmentation de 6,5 % l'année dernière. Puis ça, évidemment, on n'en parle jamais. Tu sais. Fait que les riches deviennent toujours plus riches, les boss en mettent plein les poches, puis les travailleurs, non, faut pas aller trop loin. Faudrait surtout pas qu'une couche de travailleurs ait des clauses positives dans leur convention collective. Donc non, c'est une hypocrisie sans nom, vraiment. Tout à fait. Puis par rapport, si je peux me permettre, par rapport à la question des prises d'otages, tu sais, puis est-ce qu'on fait des grèves à la légère, etc. Tu sais. En fait, le gouvernement, en dehors de l'austérité, je ne sais pas si éventuellement tu veux qu'on parle plus en détail de la situation financière de la STM, mais en dehors de l'austérité qui impose sur la STM, puis qui force la direction de la STM à devoir offrir des augmentations de salaire sous l'inflation, à devoir essayer d'enlever la clause de non-mise à pied et toutes les pressions vers la sous-traitance. Je me suis perdu dans mes pensées. À ce moment-là, parlons-en en fait. Parlons du sous-financement et tout ça, parce que un truc qu'on entend aussi, c'est « Ah, mais c'est donc bien essentiel le transport en commun. » La CAQ vient de se réveiller sur le fait que c'est important. Mais si c'est important, pourquoi c'est sous-financé en fait? Pourquoi les stations de métro se détériorent et tout ça? Fait que, en fait, peut-être tu pourrais nous parler de ça en fait. C'est quoi les faits? C'est quoi ce soi-disant service essentiel-là? Dans quel état il est en fait? Oui. En fait, il est dans un très mauvais état. Là. On parle de plusieurs milliards là, de déficit là, en maintien des infrastructures. Le chiffre que j'ai ici, c'est 6 milliards sur 10 ans de déficit. Je pense que c'est 6 milliards. Puis ça, c'est des choses qu'on peut observer là, concrètement. Là. Tu sais, comme mettons, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, la station Saint-Michel, elle a dû être fermée à cause qu'on a découvert qu'il y avait une poutre qui était fragilisée. Mm-hmm. Mais ça, c'est des répercussions. Là. Puis ce sous-financement-là, ça fait des dizaines d'années, sinon des vingtaines d'années là, que ça dure. Là. Puis que comme toutes les infrastructures sont maintenues sur le respirateur artificiel, là, puis c'est vraiment de s'assurer que ça s'effondre pas. Là. Mais on parle pas de remettre à neuf. Là, donc, il y a tout cet élément-là. Mais aussi au niveau de l'exploitation de ça, c'est pas nouveau là il manque de l'argent à ce niveau-là. Comment que les trains roulent, les autobus roulent, c'est le budget de l'exploitation. Le budget de l'exploitation,
il est financé par il provient de l'ARTM. Et l'ARTM va chercher son argent de 3 façons. Par la taxe sur l'immatriculation qui a été augmentée dernièrement, par les billets qui ont été augmentés dernièrement. Fait que ça touche monsieur, madame, tout le monde. Et par ce qu'ils appelle la richesse foncière uniformisée, qui est un calcul où ce que les villes, je pense qu'ils doivent donner genre 1 cent par 100 $ de richesse foncière sur leur territoire. Mais c'est donc un calcul là, comme comptable que, mettons, Montréal, la valeur foncière de la ville de Montréal est tant, donc ils doivent donner tant à la RTM. Et donc ça sert à financer le budget d'exploitation. Mais c'est absolument pas suffisant. Et donc, dans les dernières années, le gouvernement provincial devait donner de l'argent, on parle de millions de dollars, pour pallier au manque dans ce budget-là. Puis ce qui se passe, c'est que depuis, en fait, particulièrement depuis la CAQ, ce budget-là a progressivement baissé, ces subventions-là ont progressivement baissé. Puis là, la situation particulière en ce moment, c'est que la CAQ demande, l'ASTM avait un budget d'optimisation de enlever comme 100 millions de dollars, de réduire 100 millions de dollars le budget comme interne en dedans de 5 ans. Et là, ils sont obligés de le faire en dedans de 3 ans parce que pour 2026, la CAQ demande jusqu'à 56 millions de dollars de coupure pour que le budget de la STM soit équilibré. Si la STM ne réussit pas à faire ces 56 millions de coupures-là, la CAQ ne donnera pas les subventions. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, là, que les subventions pour permettre à l'exploitation de rouler dépendent de ces coupures-là. Ça, c'est la première fois. Aussi, un truc qui est bon à savoir, c'est que le budget l'argent qui vient du provincial pour les 3 prochaines années, le montant il est fixe. Donc, il ne va pas augmenter ou etc. Mais ça veut dire que essentiellement la STM il manque de l'argent pour rouler, tu sais. Puis c'est ce qui pousse la direction dans ses demandes évidemment se débarrasser de la clause de non-mise-à-pied pour pouvoir couper dans la masse salariale et de couper dans la masse salariale en donnant des augmentations sous l'inflation, tu sais. Mais tout ça, ça va avoir des répercussions sur les usagers, tu sais. Des cas comme la station Saint-Michel. Avec les demandes de la CAQ vis-à-vis de la STM, faut s'attendre à ce que ça perdure, puis ça augmente avec le temps. Tu sais, le béton, ça rajeunit pas, là. Ça vieillit normalement. Donc, ça va continuer en augmentant, tu sais. Puis les arrêts de service aussi, puis tout l'entretien on a nos métros Azur, que déjà, ils commencent à avoir un petit peu de vécu. Mais on a des métros qui datent des années 70, les vieux MR73. Eux, ils rajeunissent pas, là. Mais ça va avoir des impacts. Tu sais. Ouais, merci beaucoup pour ce portrait détaillé du financement de la STM. Mais le portrait qui émerge, c'est effectivement, c'est comme tu dis, un sous-financement qui devient chronique, en fait. Et la CAQ qui resserre les cordons de la bourse à un moment où la STM accuse déjà un déficit d'infrastructure et où les travailleurs s'appauvrissent. J'avais une stat ici qui disait que c'est 31 stations de métro sont considérées comme étant en mauvais état, puis 38% des tunnels ont besoin de travaux importants. Ça, c'est en ce moment. Puis ça va pas aller en s'améliorant, comme tu l'as dit. Donc non, effectivement, ils parlent de « c'est tellement important le transport ». Les bottines ne suivent pas les babines. C'est-à-dire, si c'était si important que ça, puis s'ils s'en faisaient autant pour des soi-disant prises d'otages, ils financeraient massivement le transport public. Puis il n'y en aurait pas de problème. Il n'y en aurait pas de grève si les travailleurs voyaient leurs conditions de travail s'améliorer, leur salaire suivre l'inflation galopante et tout ça. Donc non, c'est 100% de leur faute ce qui se passe en fait. Puis la soi-disant prise d'otages, elle est sûre, c'est eux qui doivent porter le fardeau de ça. Donc, merci. On va revenir sur cette question-là du sous-financement puis de ce que c'est, appelons les choses comme elles sont, de l'austérité, c'est-à-dire, puis c'est pas juste pour le transport en commun. Mais revenons à la situation de la lutte elle-même, en fait. Parce que oui, il y a eu des grèves ponctuelles depuis le printemps dernier, notamment les travailleurs de l'entretien. Il y a eu la première journée des chauffeurs au début novembre. Puis là, les employés de l'entretien étaient dans une grève de tout le mois de novembre.
Et ensuite, il y a quelques jours, la mairesse de Montréal est arrivée en a appelé à une trêve entre le syndicat et le patronat. Et la CAQ mettait de l'avant l'idée d'adopter plus tôt leur projet de loi pour limiter les moyens de pression. Et sous cette énorme pression-là, ben, le syndicat a accepté de mettre une pause à sa grève. Donc, les employés d'entretien ne sont pas sur les piquets en ce moment. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça, en fait? Ben, c'est bon, tu m'as rappelé là où j'ai perdu mon fil de pensée. Mais un des problèmes avec la grève, pourquoi il y a une grève en ce moment, c'est entre autres parce que la STM n'a aucun intérêt à avancer les négociations sur les questions salariales et sur les questions des clauses de non-mise à pied. Parce que tout ce qu'elle a à attendre, c'est essentiellement la loi 89, maintenant la loi 14, que le gouvernement force au retour au travail puis impose des conventions collectives par arbitrage. OK, là, ben en fait peut-être, ouvrons la parenthèse, en fait. On a déjà mentionné la loi 14. Je pense que je vais juste prendre une petite seconde pour l'expliquer. Là. Parce que c'est un élément important de l'équation, effectivement. Et puis pour comprendre pourquoi il y a une trêve, il faut comprendre c'est quoi cette loi-là. Donc ça a été présenté par la CAQ au printemps dernier, comme à l'état de projet de loi. Puis oui, le projet de loi a deux éléments principaux, qui est la possibilité pour le gouvernement d'imposer des limites aux moyens de pression, de décider essentiellement par décret c'est quoi les moyens de pression qui sont acceptés, et aussi de renvoyer un conflit de travail en arbitrage, s'ils considèrent que ça porte préjudice à la population et tout ça. Donc le vocabulaire exact n'est pas si important, mais l'essence de la loi, c'est la possibilité pour un gouvernement de unilatéralement décider, la grève est finie, ça s'en va en arbitrage, puis ça finit là. Puis ça, c'est directement inspiré de l'article 107 du Code du travail à l'échelle canadienne, qui a été utilisé plusieurs fois, au moins 5, 6 ou 7 fois dans la dernière année et demie, par le gouvernement fédéral pour casser des grèves d'employés qui sont chapeautés par le gouvernement fédéral. Donc, le syndicat des postiers en a été victime, les agents de bord d'Air Canada cet été, quoi qu'ils ont défié la loi, on y reviendra, les employés des ports à Montréal, Vancouver. Mais bref, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas si longtemps, la méthode classique des gouvernements pour casser une grève, c'était les soi-disant lois spéciales, qui sont plus très spéciales, en fait, il y en avait presque tout le temps. Si une grève allait trop loin, une loi spéciale pour dire « OK, la grève est interdite pour 1 an, en attendant, vous négociez, blablabla », puis casser la grève. Donc, les libéraux l'ont fait en 2017 contre les travailleurs de la construction, le PQ en 2013 contre les travailleurs de la construction. À l'échelle fédérale, il y en a eu plusieurs en 2021, 2024. 2021, 2022 en Ontario. Mais là, les libéraux fédéraux ont trouvé un nouveau mécanisme, en fait. Parce qu'une loi spéciale, il faut au moins que tu votes au Parlement. T'sais. Puis si tu es un gouvernement minoritaire, ça pourrait ne pas passer. Ça te rend impopulaire et tout ça. Mais l'article 107 au fédéral, tu n'as même pas besoin d'un vote au Parlement. C'est direct, un conflit est renvoyé au CCRI, au Conseil des relations industrielles du Canada. Puis c'est ça. Puis merci, bonsoir. Il n'y a pas de vote sur mettre fin à la grève. La CAQ cherchait à avoir un outil similaire dans son sac. Puis c'est pour ça qu'ils ont présenté le projet de loi 89, qui s'appelle maintenant la loi 14, mais qui devait être entré en application le 30 novembre. Mais la grève, elle est maintenant. Donc là, il parlait on l'a déjà mentionné, mais d'accélérer l'adoption de ce projet de loi-là, ou du moins l'application de mesures similaires tout de suite contre les travailleurs de la STM. Et c'est donc devant cette menace-là que le syndicat d'entretien a accepté de faire une trêve. Donc je pense qu'il faut parler de cette loi-là éventuellement, de son caractère réactionnaire, en fait. Là, ça donne des outils complètement démesurés au gouvernement pour arrêter des grèves trop dérangeantes. Mais revenons au syndicat d'entretien. Donc, l'idée de faire une trêve, c'est quoi la logique derrière ça? Puis qu'est-ce qu'on en pense, en fait? Essentiellement, c'est tout lié à la loi 14. En fait, déjà, à la base, c'est pas un hasard que tu aies eu la grève qui était prévue d'être 1 mois pour le mois de novembre, au mois de novembre, que tu aies celle des chauffeurs qui se déroule en ce moment dans le mois de novembre, puis que tu aies celle aussi de mon syndicat qui se déroule en novembre. C'était justement avant l'application de la fameuse loi 89, ou je sais plus si c'était rendu la loi 14, mais qui était supposée être pour le 30 novembre. Tu sais.
Fait que d'essayer de pouvoir exercer notre droit de grève avant qu'on se le fasse arracher parce qu'on se doute qu'on risque de se le faire enlever. Et donc c'est ça. Et là, ben, comme tu as mentionné, ils ont devancé la loi. Et à ma compréhension, ce que le syndicat d'entretien a fait, ben, c'est qu'ils ont décidé de faire une trêve pour ne pas se faire imposer l'arbitrage, en fait. Et donc c'est ça. Et puis là, ben, cette tactique-là, elle peut être critiquable. Je comprends de ne pas vouloir se faire imposer l'arbitrage parce que c'est certain qu'en arbitrage, ben, on n'aura pas nos demandes. Tu sais, en tout cas, moi, je serais bien surpris que l'arbitre nous accorde ce qu'on veut. Puis nous, ben, ce qu'on veut, c'est une entente négociée. Là. Je pense que tous les syndicats, c'est ce qu'on veut. C'est des ententes négociées avec le patronat. Fait que je sais pas si tu voulais comme plus de détails par rapport à ça. Mais je pense que c'est... Il faut critiquer ce recul-là. Ouais. Parce que quand on y pense, la logique tient pas vraiment la route. Parce qu'on dit, OK, il y avait une menace que la CAQ s'attaque au droit de faire la grève, impose l'arbitrage. Puis là, on dit, on va arrêter la grève pour favoriser la négo. Ouais. Mais en quoi la négo, dans ces conditions-là, va porter fruit, en fait? Parce que les patrons, depuis le début, ils peuvent juste s'asseoir sur leur laurier en attendant une intervention du gouvernement. En fait, c'est ça la logique des négociations de conventions collectives depuis des années dans la plupart des secteurs, où il y a toujours l'épée de Damoclès que ce soit l'article 107 au fédéral, une loi spéciale, une intervention quelconque. Ça fait que ça enlève tout incitatif à négocier au patron. Puis en fait, maintenant, il y aura encore moins d'incitatifs à négocier de bonne foi, entre guillemets, si c'est même possible. On y reviendra. Mais il n'y aura pas plus d'ententes négociées favorables aux travailleurs en ce moment, parce que là, ils ont écarté l'idée d'une grève pour l'instant, il semble. Je pense qu'il faut qu'ils donnent un avis de 7 jours, fait qu'ils pourraient revenir sur la décision, c'est pas impossible. Mais quand la loi 14 va être appliquée, on ne sera pas plus avancé, en fait. Fait que je pense que c'est une erreur, puis ça enlève le momentum aussi. On allait avoir, du moins en fin de semaine, une grève de 2 syndicats majeurs de la STM en même temps. Puis ça met une pression sur le patronat. Donc, non, je pense que c'est un recul qui tient pas la route ultimement comme stratégie. Ce qu'on voit très clairement depuis le début des négos à la STM, c'est que les patrons veulent pas négocier de bonne foi. Ils veulent juste pas ça, en fait. Moi, je t'avoue que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été... en tout cas, je trouve ça quand même inquiétant parce que historiquement, l'entretien, c'est un des syndicats les plus combatifs, sinon le syndicat le plus combatif de la STM. C'est un peu comme le fer de lance, là, puis ce qu'on voit, c'est que toute leur énergie puis leurs efforts, ben, ont, à mon avis, contribué là, à ce que les autres syndicats éventuellement aussi embarquent avec des mandats de grève et tout ça. T'sais. Fait que c'est certain que eux reculent, ou en tout cas qu'ils fassent un repli stratégique, on peut l'appeler peut-être de même. Là, pas très stratégique, disons, mais bon. Ben, en tout cas, tu sais, je veux pas être, tu sais, je me dis bon. Mais ouais, c'est sûr que c'est inquiétant. Puis ce que ça fait, ce que ça soulève, en fait, tout ça, en fait, ça soulève plusieurs problèmes, là. Mais c'est que premièrement, ça fait ressortir que la lutte de la STM, c'est plus juste une lutte c'est pas juste une lutte contre l'austérité. C'est pas juste une lutte pour avoir un droit à un salaire décent dans notre société d'aujourd'hui. Ça devient maintenant une lutte, en fait, pour le droit de grève. Puis ce qui se passe, c'est que la loi 14, moi, à mon avis, cette loi-là, elle devrait même pas même pas raison d'exister. Puis en fait, la tâche qu'on s'est fait maintenant imposer, nous, les travailleurs de la STM, de tous les syndicats confondus, c'est que, ben, en fait, il faut qu'on défie cette loi-là. On peut pas laisser cette loi-là se laisser appliquer. Puis on peut pas plier devant cette loi antisyndicale-là, même à mon avis anticonstitutionnelle, parce que sinon, ben essentiellement, c'est d'accepter que cette loi-là a sa raison d'être, puis c'est de dire ben oui, c'est des nouvelles règles du jeu, puis non, moi je pense qu'il faut refuser ça, puis je pense que je vais revenir dans le temps, mais à l'époque de 2012, Jean Charest avait imposé une genre de loi spéciale qui interdisait le droit de manifester, qui interdisait le droit de porter le masque
aux étudiants les fameux carrés rouges. Les étudiants avaient défié. Cette défiance-là avait créé un soutien dans la population qui était devenu les casseroles. Je ne sais pas si tu te souviens. Puis finalement, toutes les amendes, toutes les amendes qui avaient été imposées sur les manifestants à l'époque, finalement, ont été retirées comme 5-6 ans après. Parce que cette loi-là, elle n'avait pas de raison d'être. Puis même, je veux dire, le mouvement syndical est né dans l'illégalité et son droit d'exister en tant qu'institution légale a été gagné par des grèves illégales. Tu sais. C'est en défiant des lois qui n'ont pas de raison d'être, qui sont injustes, qu'on peut comme arriver à des lois qui sont justes. Tu sais. Faut se battre pour ça. Puis je pense que c'est ça que la situation fait ressortir. Mais ça fait ressortir un autre problème aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau au sein de la STM. Tu sais, c'est le fait qu'à la STM, il y a 6 syndicats. Là, il y en a 4 en égo. Et ces 4 syndicats-là négocient tous de façon séparée et agissent de façon séparée. Tu sais. Et c'est certain que de défier une loi comme la loi 14, de défier le gouvernement, même un gouvernement impopulaire comme Legault, à mon avis, en tout cas, il ne tient pas à grand-chose. Là. Je pense que ce serait pas trop difficile de le faire démissionner là, ou de forcer des élections. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'il faut agir de façon unie. Tu sais. Puis on voit comment, mettons, tu sais, c'est difficile quand même pour les employés de l'entretien, toutes les grèves qu'ils ont faites, tu sais, puis qu'ils ont fait un peu comme tout seuls de leur côté, tu sais, puis seulement les autres syndicats sont arrivés comme par après, mais sur le tard, tu sais. Fait que je peux comprendre qu'il y a un certain épuisement à ce niveau-là, tu sais. Puis là, OK, les chauffeurs vont être en grève cette fin de semaine, nos syndicats vont être en grève le 19, tu sais, comme c'est sûr que de laisser traîner en longueur tout ça, ça donne pas, ça l'aide pas du tout à la lutte parce que je veux dire, moi, nous, on n'a pas des moyens infinis là. En journée de grève, on n'a pas notre plein salaire là, on a assez pour comme se nourrir là, mais c'est pas, on va pas aller loin avec ça, tu sais. Fait que c'est drainant aussi sur l'énergie. Tu sais, comme mettons, pendant les périodes de grève, le chiffre de jour de l'entretien, eux, ils doivent se présenter à 6 heures, 7 heures le matin, mais il n'y a pas de métro, il n'y a pas d'autobus là, à cette heure-là. Puis pendant la grève, il n'y en avait pas non plus, tu sais. Fait que, tu sais, ça veut dire, comme tout le monde, là, se taper le trafic, puis tout ça, tu sais, eux-mêmes, ils vivaient les désagréments de leur propre grève, tu sais. Fait que ça, c'est difficile, tu sais. Fait que c'est certain que je pense que ce que toute la situation fait ressortir, c'est vraiment la nécessité pour les 4 syndicats de la STM et pour les syndicats des professionnels, là, des ingénieurs qui vont se doter d'un mandat de grève bientôt, mais c'est d'exercer un mandat de grève ensemble, de façon coordonnée, de tout arrêter et vraiment de défier la loi 14 et de forcer le gouvernement à reculer là-dessus et de forcer la STM à négocier comme n'importe quel employeur devrait le faire. Tu sais. Ouais, mais je pense que tu as touché au point important. Tu as devancé ma prochaine question qui était quelle est la voie à suivre? Fait que tu as déjà principalement répondu à la question. Mais non, mais effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette idée des syndicats sous un même employeur, d'ailleurs, qui doivent se côtoyer, ou relativement se côtoyer de temps en temps, négocient tous de manière séparée et ont tous des mandats de grève qu'ils appliquent différemment. Puis ça, effectivement, je pense que ça peut peut-être participer du sentiment de la population. C'est comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis ouais, ça ajoute peut-être de l'eau au moulin du discours antisyndical, il dérange et tout ça. Versus si tu avais une grève unie, de tout le monde ensemble, tu bloques tout. Effectivement, dans l'espace de quelques heures, les patrons seraient forcés de le prendre au sérieux. Puis la grève, elle durait probablement pas longtemps parce qu'effectivement, les boss pourraient pas se passer de leurs employés un jour de semaine où tous les autobus et les métros sont bloqués, en fait. Ça mettrait une pression maximale immédiatement. Si je peux me permettre, on l'a vu là, dans le dernier mois, là, comment la grève de l'entretien, qui était une grève, somme toute, plutôt gentille, là, comme à toutes les heures de pointe, il y avait un service, tu sais, je veux dire, pour en tout cas, tous ceux qui font du 9 à 5, la grève était presque imperceptible, tu sais. Fait comme
mais juste ça, puis juste une journée des chauffeurs, puis là, c'est la panique du côté parlementaire, c'est la panique, le LCN puis TVA, là, c'est comme on est on est rendu des ogres quasiment, là, on est les pires humains au monde, là, tu sais. Mais fait que ça fait ressortir qu'une grève, ça a un impact, mais je pense qu'une grève coordonnée, genre vraiment c'est comme total, là, je pense que là, c'est certain là, qu'il y aurait pas, ce serait pas ignorable. Là, non, effectivement. Donc, c'est ça la voie à suivre, ultimement. C'est ça qu'il faudrait, une grève coordonnée de tout le monde. On frappe un coup, tout le monde ensemble, puis ça deviendrait clair aussi qu'il y a un objectif immédiat, que tous les travailleurs voient leurs revendications satisfaites. Puis l'autre aspect à ça, c'est qu'une mobilisation comme ça devrait être accompagnée d'une large campagne de propagande par les centrales syndicales. Je veux dire, la CSN, le SCFP ont des ressources massives. Puis ça, je dois dire, ça manque cruellement à la lutte en ce moment. Les leaders syndicaux devraient être sur toutes les tribunes à expliquer la lutte, à contrer le discours antisyndical dans les médias, à utiliser tout le poids de leur appareil syndical pour appuyer les travailleurs. C'est une grève historique, unique à bien des égards, puis qui va setter un précédent important d'une manière ou d'une autre par rapport à la loi 14. Fait je vais en parler dans un instant, mais oui, donc il faudrait l'effort maximal des leaders syndicaux nationaux pour amplifier le message des employés de la STM. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on voit en ce moment. Donc oui, ce serait comme ça qu'on pourrait avoir le maximum d'impact. Puis là, évidemment, la grève serait déclarée illégale d'une manière ou d'une autre, en fait. Mais tu as parlé de 2012, mais on a un autre précédent encore plus récent, puis immédiat, puis directement relié à ça. C'est ce que j'ai mentionné tantôt, les agents de bord de Air Canada, que cet été, ils ont fait la grève contre leur boss, Air Canada. Dans l'espace de 12 heures, Mark Carney et les libéraux ont déclaré que la grève devait prendre fin, que le conflit serait renvoyé au Conseil des relations industrielles. Puis qu'est-ce que les travailleurs ont fait? Ils ont dit, on ne respecte pas votre ordre. Il y avait Mark Hancock, je pense que c'est ça son nom, le dirigeant du SCFP, qui est arrivé en conférence de presse et dit, on m'a demandé de venir dire aux travailleurs de rentrer chez eux. Mais voici ce que je fais de leur ordre. Il l'avait dans les mains, l'ordre de retour au travail. Il l'a déchiré devant des travailleurs qui applaudissaient, qui criaient, tout ça. Puis ils ont défié l'ordre de retour au travail. Puis ils ont forcé les boss à les prendre au sérieux. Le PDG de Air Canada a dit en entrevue, il dit « Ouais, on s'attendait à ce que le gouvernement fasse l'article 107. » T'sais. Fait que les patrons, ils attendaient juste ça. Ils attendaient que le gouvernement intervienne, prenne leur bord, puis that's it. Mais il y a eu une méchante surprise quand les travailleurs ont dit « Non, on ne respecte pas votre ordre antidémocratique de retour au travail. » Après ça, la direction syndicale des agents de bord a fait des grosses erreurs, a fait des concessions malgré tout, mais le point, ce que ça a montré de positif, c'est que c'est possible de défier ces ordres-là avec une grève générale, comprise aussi, c'est-à-dire les agents de bord, ils sont sous-payés, ils font du travail non payé, tout ça. Les enjeux étaient très clairs. Il y avait des sondages qui montraient qu'ils avaient un appui de 80% de la population, 90%. D'ailleurs, j'avais trouvé un sondage quelque part qui montrait que 80% des usagers, de la population, c'était quelque chose comme appuyait l'idée d'un refinancement de la STM et tout ça. Les détails du sondage m'échappent, mais si les enjeux sont expliqués, ça va être compris puis ça va être appuyé. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut. Puis là, c'est comme tu as dit, la grève, elle est extrêmement significative. Elle l'est depuis le début. Mais là, elle est encore plus parce que c'est une question de l'application de cette loi 14-là qui, si elle est utilisée avec succès contre les travailleurs de la STM, elle va l'être avec d'autres, en fait. Ça va devenir un outil. Ça va être les nouvelles lois spéciales. Au lieu d'une loi spéciale, tu vas avoir la loi 14 qui limite les moyens de pression, impose des limites, c'est-à-dire un certain nombre de services qui doivent être donnés ou qui renvoie les conflits à l'arbitrage. Donc effectivement, c'est ça qui est nécessaire et c'est possible. On l'a vu avec les travailleurs d'Air Canada cet été. Il y a un précédent immédiat. Là. Il y a quelques mois, ça s'est passé. Non, c'est ça qu'il faut. Puis ça enverrait un message clair à toute la classe ouvrière au Québec que la CAQ, qui est d'ailleurs un gouvernement illégitime, qui est à 15% dans les sondages, qui va perdre tous ses sièges dans 10 mois, à moins que l'élection soit avant, ce gouvernement-là n'a aucune légitimité d'attaquer les travailleurs avec ça. La loi 89, ils n'ont jamais parlé de ça. C'est quelque chose, ils se sont inspirés du fédéral cette année, alors qu'ils croupissent dans les sondages, qu'ils perdraient tous leurs sièges s'il y avait une élection. Non. Ils n'ont aucune légitimité de faire ça. Puis la classe ouvrière a tout intérêt à ce que la STM les remette à leur place, puis devrait 100% appuyer cette lutte-là. Et le plus vite la lutte est appuyée massivement, le plus vite la grève serait finie.
avec une victoire. C'est très bien dit. Puis tu me fais penser en fait aussi au sein de l'histoire syndicale de la STM, on a aussi une histoire de défiance de loi. Puis, la grève de 74, c'est ça? C'est exact, ouais, tu m'as vu venir. Mais ouais, il y a la fameuse grève de 1974 qui a été menée par les employés de l'entretien, qui avait été déclarée illégale par tous les juges et les bien-pensants de notre société. Puis la STM envoyait des injonctions. Il appelait ça, il avait tourné ça au ridicule. Il disait l'auto-injonction. Tu sais, c'est qui le chanceux qui va recevoir la prochaine injonction, comme si c'était comme une loterie. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, puis c'était déclaré complètement illégal, mais ils ont tenu leur bout, ils ont défié la loi, puis finalement, ils sont sortis victorieux de ça. Puis ça a créé des précédents pour toutes les années qui ont suivi. Puis c'est en partie ce qui explique qu'on ait des aussi bonnes conditions aujourd'hui. Est-ce que c'était pas aussi une lutte pour contre l'inflation aussi? Dans les années 70, il y avait une énorme inflation, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, si je ne me trompe pas, il y avait rouvert les conventions collectives. Les employés d'entretien avaient demandé de rouvrir les conventions collectives pour pouvoir modifier les clauses par rapport au salaire pour pouvoir combattre l'inflation. Fait que les parallèles sont frappants là, par rapport à aujourd'hui. Oui, ben ça c'est. On a d'ailleurs sur notre site web, sur le site web du PCA, un article sur cette grève-là, écrit par un participant de la grève en 74. Je vais m'assurer qu'on mette le lien dans la description de l'épisode. Donc oui, effectivement, au sein même des travailleurs de la STM, il y a cette historique-là de défier des lois antisyndicales, de défier des injonctions, des ordres de retour au travail. Donc effectivement, c'est de ça dont on a besoin. Donc un précédent quelconque va être créé ici. Puis je pense que c'est important de créer le bon précédent, en fait, que cette loi-là devrait être rendue inapplicable, en fait. Un truc quand même que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que je pense pas que ça n'est que la tâche des employés d'entretien ou que la tâche des chauffeurs. Je pense que ça, c'est quelque chose que les 4 syndicats devraient ensemble se lever, s'unir et lutter contre ça de façon coordonnée. Puis ça, dans l'histoire de la STM, c'est vraiment un problème. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans la négociation. La STM adore le fait qu'on ait plusieurs syndicats au sein de la STM parce que ça leur permet de diviser pour mieux régner. Ils essaient de conclure des négociations avec certains syndicats. Puis après ça, ils laissent l'autre tout seul, puis là, l'autre est coincé, puis ils réussissent à l'épuiser comme ça dans un coin, puis à leur forcer des mauvaises conventions collectives. Fait qu'il y a vraiment un besoin d'unité là, dans cette lutte-là. Autrement, je veux dire, c'est pas impossible, mais ça rend les choses vraiment difficiles pour quelque chose qui est tellement simple à implanter. Oui, puis je pense que c'est la responsabilité aussi des leaderships nationaux des syndicats du SCFP, la CSN, d'y mettre les ressources, puis d'appuyer les travailleurs concrètement. Tu sais, il pourrait y avoir des manifs, comme j'ai dit tantôt aussi, de contrer la propagande antisyndicale. Il faut qu'ils mettent du sien là, au lieu de laisser les syndicats locaux faire le travail tout seul. Tu sais, ultimement, ça revient aux syndicats locaux, effectivement, de s'unir, puis de frapper, puis d'entrer dans une grève coordonnée. Mais les syndicats québécois sont d'ailleurs parmi les plus puissants en Amérique du Nord, sur papier. On a les ressources pour mobiliser un mouvement d'appui aux travailleurs de la STM. Si la lutte est comprise, il va y avoir cet appui-là contre ce gouvernement-là qui est plus détesté que jamais. Fait que on a parlé de beaucoup de choses. Je pense que c'était très important de contrer ce discours antisyndical-là, qui est faux d'un bout à l'autre, de montrer c'est quoi les vrais enjeux de la grève, c'est le sous-financement, la sécurité d'emploi, les salaires, qu'il y a des enjeux clairs auxquels tous les travailleurs peuvent s'identifier et où tous ont un intérêt à ce que les travailleurs de la STM gagnent contre leur patron. Mais aussi, je pense que la lutte qu'on voit, puis le fait que c'est assez... que c'est unique au sens où presque tous les syndicats ont un mandat de grève en ce moment. Comme tu l'as dit au début, c'est tous leur première grève depuis au moins 18 ans, entre 18 et 40 ans. Ça nous dit quelque chose sur la nature de l'époque dans laquelle on se trouve. Que le système capitaliste est de moins en moins capable de soutenir des services publics de qualité, des sociétés d'État qui fournissent les services qu'elles doivent fournir. Puis on a des patrons qui sont de plus en plus intransigeants, puis qui veulent que leur industrie soit compétitive, qui veulent pas payer trop d'impôts pour soutenir les services publics. On est entré dans une crise immense du système capitaliste lui-même qui se reflète dans des luttes syndicales, dans des luttes entre le patron et les travailleurs, qui sont de plus en plus irréconciliables, en fait. Où les boss sont de plus en plus, mais
mais qu'est-ce que vous racontez là? On pourra jamais satisfaire vos demandes. Et où les travailleurs luttent contre leur appauvrissement. Donc peut-être qu'on devrait finir en généralisant sur ces... Mais ça, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de l'époque, en fait, sur l'austérité, sur le système? Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Ouais, ben, je pense que il y a tellement de choses à dire, mais ça montre en fait que la société dans laquelle on est en crise. Le système est en crise essentiellement. Puis c'est surtout avec la montée du protectionnisme qu'on a vu dernièrement, on n'est pas dans les années 30, dans la Grande Dépression, mais il y a des similitudes. Puis on voit qu'il y a des situations similaires en tout cas, qui semblent se pointer du nez, tu sais, du chômage de masse, puis de la pauvreté. Puis il y a de plus en plus de gens il y a de plus en plus d'insécurité alimentaire, des fils pour pouvoir accéder à de la nourriture. On voit aussi au niveau du logement de l'insécurité, on voit des tent city, en français, des villes de tentes. Je sais pas. Des campements de fortune, oui. Des campements de fortune, merci. Moi, c'est un phénomène que j'avais jamais vu avant la pandémie. Tu sais. C'est quand même incroyable qu'en 2025, avec toute la technologie qu'on a, on dirait qu'on est moins capable de subvenir aux besoins de base de la population. Tu sais. Fait que ça fait ressortir qu'il y a quelque chose qui marche pas là, dans la société. Tu sais. Puis toutes les coupures aussi, tu sais, de toute l'austérité, bon, que il y a eu l'austérité sur l'éducation, il y a eu l'austérité sur la santé, bon, qui remonte à plusieurs années, même Lucien Bouchard, puis peut-être même avant. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est que, OK, à un moment donné, l'éducation puis la santé, tu peux couper, là, mais il y a comme à un moment donné, tu atteins une certaine limite. Puis là, ben, c'est quoi la prochaine cible? Où est-ce qu'on peut couper ailleurs? Ah, ben là, c'est le transport public. Fait que là, c'est visiblement ça, maintenant la nouvelle cible. Là, on va scraper tout le transport public jusqu'à temps qu'il soit dysfonctionnel. Mais fait que c'est tout ça le contexte actuel. Tu sais. Puis pourquoi est-ce que Legault a besoin d'argent? Tu sais, comme pourquoi est-ce qu'il coupe dans le transport public? Ah, mais c'est pour que les Kings aient joué au hockey à Québec pour que le centre Vidéotron soit rentable, tu sais. Pour peut-être éventuellement ramener les Nordiques à Québec, je leur souhaite. Ou à plus grande échelle, c'est les cadeaux qu'ils donnent aux grandes entreprises aussi. Tu sais, le fiasco Nordvolt ou Lyon Électrique, 250 millions qui ont disparu. Tu sais. Puis ça, c'est pas nouveau. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle fédérale, à l'échelle provinciale aussi. Tu sais, dans l'environnement économique qu'on a en ce moment, le protectionnisme, la crise, il y a une pression à la baisse sur les conditions de travail. Il faut rendre le pays ou la province attirant pour l'investissement privé. T'sais. Donc, on ne peut pas avoir des salaires trop élevés, on ne peut pas avoir trop de bonnes conditions. Puis il faut donner des cadeaux aux grandes entreprises, sinon ils ne vont pas investir si on ne leur donne pas au moins un peu d'argent public. Mais ça veut dire après ça, il en reste moins pour les services publics de base. Donc non, en fait, ce qu'on voit, c'est l'austérité. C'est une conséquence. C'est pas un choix idéologique. C'est pas que Legault est méchant. J'ai pas d'opinion sur sa personnalité. Je le connais pas tant que ça. Mais c'est pas la question de la méchanceté ou des politiciens. C'est la question de la logique du système capitaliste. C'est quelque chose qu'on voit même avec PSPP, le PQ, qui se dit social-démocrate. Ils peuvent se dire ce qu'ils veulent, mais après, la situation économique impose de couper, de faire des choix difficiles. C'est ça qu'il dit PSPP. Si on prend le pouvoir, il va avoir des choix difficiles à faire en termes des missions de l'État. T'sais. Il va être dans la même situation où il va devoir couper parce que c'est ça ben, l'État des finances publiques est mauvais. Puis, taxer les riches, tout ça. Ils vont quitter la province si on taxe trop les riches. Mais il y a un élément de vérité, que les riches vont là où il y a un profit à faire, où ils se font pas trop taxer, ils se font pas trop déranger, puis ils peuvent faire du cash la tête tranquille, tu sais. Fait que c'est toute cette logique-là du système capitaliste lui-même, la recherche de profit, qui mène à l'austérité, en fait. Fait que c'est ça qu'on voit, tu sais. Puis parallèlement, en fait, ce que ça produit, c'est ça, c'est comme j'ai dit, des luttes syndicales irréconciliables entre des patrons qui veulent pas faire de concessions, qui disent que c'est obligatoire de faire des coupes, puis des travailleurs qui disent, mais no way, ça sera pas sur notre dos. Peut-être 2 exemples. En Ontario, le mois dernier, il y avait une grève dans les collèges. Et à cause de la baisse des étudiants étrangers, il y a un trou massif dans les finances des collèges. Puis ils veulent pouvoir mettre à pied des employés, fusionner des programmes et tout ça. Puis il y a eu une grève des employés de soutien, je crois, où ils demandaient bien des choses, mais notamment une clause de 3 ans où il n'y aurait pas de fusion de programmes et pas de mise à pied.
Puis l'employeur a juste dit, on peut jamais accepter ça. C'est juste impossible. On va pas vous donner ça. Parce qu'ils doivent couper. Objectivement, du moins d'un point de vue capitaliste. Même chose à Post Canada. Le STTP, le syndicat, est en lutte depuis vraiment longtemps. Mais le gouvernement fédéral et les boss disent Post Canada est déficitaire, on perd des millions de dollars à chaque jour. Il y a un élément de vérité que Post Canada n'est pas viable sous le capitalisme, en fait, avec la compétition d'Amazon et tout ça. Mais ils font porter le fardeau sur les travailleurs. Puis le déficit de Post Canada, ben c'est rien. En fait, il y a un déficit chez Post Canada, mais il y a des milliards et des milliards qui vont à Stellantis, aux compagnies d'automobiles ontariennes et tout ça, pour les garder à flot. Mais c'est ça la logique du capitalisme. Il faut que tu donnes des milliards aux entreprises privées. Puis les services publics, les sociétés d'État, ah ouais, non, ça c'est déficitaire, ça marche pas. Mais donc la lutte du STTP en ce moment, ils sont un peu coincés parce que c'est irréconciliable. Le patronat veut radicalement changer les conditions de travail, précariser le travail et tout ça, et les travailleurs veulent pas. C'est parmi les jobs les plus stables qu'il y a au Canada, le STTP, les postiers. Donc c'est ça la nature de l'époque, en fait. Puis je pense que ça démontre aussi, c'est qu'il faut qu'on ait un leadership syndical ultimement, pas simplement combatif, mais révolutionnaire, qui comprend pleinement que le système capitaliste, c'est le problème, qui ne peut pas être réformé. Et donc, à cette perspective-là de lutter contre le système capitaliste pour le renverser ultimement, puis qui voit les luttes syndicales comme s'inscrivant dans ce processus-là d'amener les travailleurs à être conscients de leur pouvoir, conscients que c'est eux qui devraient runner la société. Post Canada, c'est un cas clair. Il faut nationaliser... Il faut que Post Canada, UPS, Amazon soient nationalisés, deviennent partie d'un plan de production, de distribution contrôlé par les travailleurs. Puis ça, je pense que cette idée-là de nationaliser les grandes entreprises, d'avoir un plan de production socialiste, un plan de production démocratique pour satisfaire les besoins des gens au lieu des profits, c'est une idée qui va commencer, qui commence déjà, mais qui va de plus en plus faire son chemin. Parce qu'on voit des fermetures dans le secteur privé, des fermetures d'usines et tout ça. Puis dans le secteur public, c'est l'austérité, la détérioration massive des services. Puis ça, c'est une conséquence du système. Puis la STM, peut-être tu pourras en dire plus, mais c'est un peu absurde. Oui, ils comptent sur le financement public, mais aussi, à certains égards, ils fonctionnent comme une entreprise privée où ils doivent augmenter le prix des billets, les coûts sur les consommateurs, comme devrait le faire n'importe quelle entreprise privée en difficulté. Donc, tout ça, c'est l'absurdité du système capitaliste, en fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On s'approche de la fin, donc c'est peut-être le mot de la fin. C'est très bien dit, tu sais, puis je t'écoutais parler, puis je peux pas m'empêcher de penser à quand que Couillard sauvé Bombardier, où il avait acheté comme, je pense, comme 49,5%, je me souviens plus exactement. Dans la C-Series, ouais, l'avion. Ouais, c'était comme tout juste, tu sais, puis je veux dire, rendu là, tu sais, il aurait pu devenir actionnaire majoritaire, carrément nationaliser Bombardier, tu sais. Puis sauver aussi Bombardier Transport, qui maintenant appartient à Alstom, tu sais. Puis avec ça, ben, pouvoir, tu sais, si l'idée c'est de sauver des emplois, tu sais, par exemple, ben, il aurait pu continuer de construire des trains pour la STM, peut-être pour moderniser aussi la ville de Québec avec, je sais pas, un système de tramway, de métro ou peu importe ce qu'ils veulent. Mais il y a tu sais, c'est fou quand même que en ce moment, il y a on soit comme devant un précipice devant du chômage de masse, parce que le monde il cherche des emplois bien payés, ils n'arrivent pas, ils ont deux emplois, ils n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts, etc. Mais il manque pas de choses à faire dans la société. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, il y a tellement de de rues à réparer, de transports à développer, il y a tellement de... En tout cas, je trouve que c'est tellement... on vit dans un système qui est complètement contradictoire, puis qui est absurde, qui est complètement irrationnel. Tu sais, tout ça, c'est à cause que ce qui fait rouler la machine dans notre société, c'est la course au profit. Tu sais. S'il n'y a pas un profit à faire, ben on le fait pas. Tu sais. Mais ce que ça nous prend, c'est une société qui produit en fonction du besoin. Parce qu'il y en a des besoins, tu sais. Puis je pense qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est que le monde y mange bien, c'est que le monde soit bien logé, c'est que le monde puisse aller travailler, etc. Tu sais. Puis le capitalisme n'est pas capable de fournir ça. C'est ça qui se passe actuellement. Tu sais. Mais c'est tout le temps, à la fin de la journée, ce que le gouvernement Legault, les gouvernements qu'on a eu dans le passé, ce qui les intéresse, c'est de s'assurer que leurs amis capitalistes, ils conservent leur argent, qu'ils aient leurs petits bonus, hein, comme avec Bombardier.
puis que quand ça va mal, ben, ils puissent partir avec leur bonus, puis que la crise après ça ou les faillites, ben, ce soit le public qui paye pour ça. Tu sais. Puis à la fin de la journée, tu sais, toute la question du conflit de la STM, je pense que c'est ça la question que ça pose, c'est qui paye dans la société. Qui devrait payer pour ces augmentations de salaire-là? Mais qui devrait payer pour la crise, en fait? Qui devrait payer pour la faillite de Northvolt? Qui devrait payer pour les Kings de Los Angeles? Qui paye dans la société? T'sais? Et à la fin de la journée, mais c'est monsieur et madame tout le monde qui paye pour tout ça. Mais somehow, t'as des gens qui ont des milliards de dollars puis qui ne bougent pas un petit doigt. T'sais. Tout cet argent-là là, qui est perdu de la société, tous les profits que les boss font, là, tout ça, ça revient pas à la société. C'est pour ça que tu as un espèce de déficit fondamental au sein de la société. C'est pour ça qu'il semble manquer d'argent. Mais il manque pas d'argent. Cet argent-là est à quelque part. Et dans des paradis fiscaux dans les Bahamas et dans des yachts à Jeff Bezos. Mais fait que tant que ça va rester là, on va avoir un problème. Tu sais. C'est tout ça la crise du système. Ouais, effectivement, je pense que on va continuer à suivre de près la grève de la STM. Au moment de mettre en ligne, il semble qu'il va encore avoir une grève ce week-end des chauffeurs. Donc, il y a quelque chose, un grand clash se prépare avec le gouvernement de la CAQ. Donc, ça reste à suivre, mais effectivement, ça va être... En ce qui concerne la grève elle-même, ça va créer un précédent quelconque. Puis nous, ce qu'on pense, c'est qu'il devrait y avoir une grève qui ultimement défie cette loi 14-là, puis qui montre un bon exemple, en fait, au reste du mouvement ouvrier. Donc, c'est très important que les communistes et que le mouvement syndical on repousse l'offensive antisyndicale dans les médias, dans les partis politiques. Mais effectivement, la lutte, comme on l'a dit, ça nous renseigne sur la nature des conflits de classe en ce moment, des conflits de plus en plus irréconciliables. Puis il y aura d'autres luttes comme ça. Puis c'est à ça qu'il faut se préparer. Puis je pense qu'il faut se préparer en créant dans le mouvement syndical, dans le mouvement ouvrier, chez les jeunes, une organisation qui explique que le problème fondamental, c'est le système capitaliste, que c'est de là que découle l'austérité, les fermetures d'usines qu'on voit de plus en plus dans le secteur privé partout au Canada. Puis il propose une solution, en fait. Puis ça prend un leadership révolutionnaire dans le mouvement syndical qui met de l'avant la perspective de mobiliser les travailleurs pour renverser tout ce système absurde-là, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, on a les richesses, on a tout ce qu'il faut pour créer une société harmonieuse où on a un système de transport massivement développé. Il n'est pas si développé que ça au Canada. Les infrastructures publiques font assez pitié, même comparé à d'autres pays capitalistes avancés. Fait que, non, il y a un énorme potentiel qui n'est pas exploité à cause du système capitaliste, à cause de la course au profit. Puis c'est pour ça qu'il faut lutter pour une nouvelle société. Puis que notre mouvement ouvrier soit mené par des gens qui ont cette perspective-là. Donc c'est ça que nous, on essaie de bâtir au PCR. Puis j'espère que ça vous parle. Donc on va suivre de près la lutte de la STM. Mais plus largement, il faut bâtir un parti politique, un parti révolutionnaire qui peut étendre cette perspective-là, la perspective d'une lutte pour une société socialiste. Donc merci d'être venu aujourd'hui, Manu. C'est super apprécié que tu aies pris du temps pour ça. Merci de m'avoir donné cette tribune-là pour partager nos enjeux. Puis c'est le fun d'avoir de la solidarité. Fait que bonne chance pour la suite des choses. On va mettre quelques articles dans les notes pour l'épisode. Un article sur la lutte actuelle, l'article sur la grève de 74 dont j'ai parlé. Donc oui, allez sur notre site web, consultez ces articles-là et surtout, si ça vous parle, rejoignez le Parti communiste révolutionnaire.